Salut à toi et bienvenue sur le Calimas Podcast. Je suis Edgar, coach sportif diplômé et passionné. Je me suis spécialisé pour aider les mecs minces à prendre du muscle, se bâtir un physique athlétique plus musclé. J'ai moi-même été un mec mince, complexé pendant longtemps et c'est pour ça que j'ai décidé de me spécialiser dans cette thématique-là. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, si tu as envie que je t'aide à réussir ta transformation, tu peux tout simplement regarder le lien qui est juste en dessous de la vidéo. Dans ce lien, je t'ai fait une vidéo explicative dans laquelle je t'explique ma méthode. Et suite à cette vidéo, si tu vois que ça fait sens pour toi, on pourra prendre un appel ensemble. Et si ton profil correspond, si je vois que je peux t'aider, parce qu'il n'y a aucun sens pour moi à travailler avec quelqu'un que je ne peux pas aider. Le but, ce n'est pas de prendre un coaching à tout prix. Le but, c'est vraiment qu'on fasse une belle transformation ensemble. Si c'est le cas, on pourra attaquer et avoir de super résultats ensemble. Ceci étant dit, c'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, on va parler des exercices polyarticulaires versus les exercices d'isolation. Ce qu'on entend très souvent, ce que moi j'ai aussi appris à mes débuts, c'est que une séance devait être composée principalement d'exercices polyarticulaires. Moi, souvent, ce que j'avais lu, c'était 80% d'exercices polyarticulaires et 20% d'exercices d'isolation. Et en soi, ce n'est pas forcément quelque chose de déconnant. Ça peut être un très bon conseil, on peut avoir de très bons résultats avec cette approche-là. Mais on va voir aujourd'hui que les exercices polyarticulaires, ils sont pertinents pour certaines choses et ils ont aussi quelques désavantages. Et inversement, les exercices d'isolation, ils ont des avantages et des inconvénients également. Petit rappel pour démarrer, les exercices polyarticulaires, ils mettent donc en jeu plusieurs articulations. On parle souvent de gros exercices parce que du coup, ils vont mettre en jeu plusieurs groupes musculaires. Donc on va penser pour les plus importants au squat, au soulevé de terre, au développé couché, aux tractions. En fait, on peut aussi associer ça à des patterns de mouvement, tout ce qui va être tiré, poussé, les mouvements de triple flexion comme le squat, les mouvements d'extension de hanche comme tout ce qui est soulevé de terre par exemple. Donc voilà, ce sont les gros mouvements qui sollicitent plusieurs articulations. Et à côté de ça, on a les exercices d'isolation qui, eux, vont se centrer sur une action articulaire. Par exemple, la flexion du coude, quand je fais un curl biceps. L'extension du coude, quand je fais une extension pour mes triceps. Une extension du genou, quand je fais un leg extension, par exemple. Bref, c'est une seule action articulaire. Et en règle générale, ça permet de cibler un groupe musculaire de façon très précise. Alors, pourquoi on dit souvent que les exercices polyarticulaires, ils sont les plus pertinents pour prendre du muscle? Alors, c'est vrai que ces exercices-là, ils constituent une certaine base. Et moi, je suis le premier à dire qu'ils sont vraiment importants pour se développer. On va déjà avoir un aspect fonctionnel. Comme je l'ai dit en introduction, on va travailler des patterns de mouvement. Tirer, pousser, s'accroupir, se redresser. Et ça, c'est des actions qui vont nous servir dans la vie de tous les jours. Et c'est aussi des actions qui vont être transférables d'un mouvement à un autre. Quand je me renforce par exemple sur un mouvement de tirage, en traction par exemple, je vais développer ma force de tirage et ça va avoir un transfert sur les autres mouvements de tirage. Ensuite, c'est des exercices qui vont solliciter plusieurs groupes musculaires à la fois. Du coup, en termes de gain de temps, ça va être très intéressant. Parce que, par exemple, quand tu vas faire des tractions, tu vas travailler tes dorsaux, tes biceps, tes trapèzes. Donc, avec un seul exercice, tu vas avoir un travail très très complet. C'est souvent aussi des exercices qui vont être plus propices à l'augmentation de charge. On pense par exemple au squat, sur lesquels on va pouvoir rajouter du poids au fur et à mesure des séances de façon assez facile. Chose qu'on aura parfois plus de mal à faire sur des petits exercices. On y reviendra un peu plus tard. Mais du coup, cette augmentation de charge-là, ça va être plus facile pour quantifier sa progression, sa surcharge progressive. On sait qu'en musculation, pour progresser, on essaye d'être meilleur de séance en séance. Progresser en termes de répétition, en termes de charge. Et c'est vrai que faire évoluer le poids, c'est vraiment une des manières la plus simple de pouvoir progresser. Cette surcharge progressive qui est facilitée, c'est aussi quelque chose qui est très motivant. C'est hyper satisfaisant de voir qu'on devient plus fort, qu'on arrive à soulever de plus en plus lourd. À côté de ça, ces mouvements polyarticulaires, ils ont un aspect assez motivant et satisfaisant. C'est généralement kiffant de voir qu'on arrive à se tracter, qu'on arrive à soulever des charges lourdes en développé couché,
qu'on arrive à battre nos records en squat. Voilà, il y a vraiment un aspect, on se sent travailler complètement. C'est des mouvements qui sont certes éprouvants, mais on y éprouve une certaine satisfaction. Il y a certainement aussi là-dessus un aspect un peu visuel, tu vois. Le fait de prendre une grosse paire d'haltères en développé couché, ça a un aspect peut-être satisfaisant aussi un peu pour l'ego. C'est peut-être aussi tout simplement le fait de se voir avec des grosses charges. Je pense qu'il y aura un aspect beaucoup plus motivant en règle générale. Après là, c'est que mon avis, mais par rapport au fait de faire des élévations latérales avec des charges bien moindres par exemple. Bon là, on tombe presque dans l'ego lifting par contre. Mais ces exercices polyarticulaires, ils ont aussi quand même quelques inconvénients. On a dit qu'ils travaillent plusieurs groupes musculaires à la fois et du coup, ça va parfois être difficile de cibler certains points faibles. On sait que quand on fait un exercice, il y a une compétition de recrutement entre nos différents groupes musculaires. Exemple, sur mon développé couché haltère, je vais recruter mes pectoraux, mes triceps, un petit peu mes épaules aussi. Et si j'ai un point fort musculaire, et ben généralement, c'est ce muscle-là qui va participer vraiment le plus au mouvement. Exemple, si j'ai un point faible sur mes triceps, peut-être que je vais avoir du mal à bien les travailler, bien les ressentir sur cet exercice-là. Dans la compétition de recrutement, c'est toujours, en règle générale, tes muscles les plus forts qui vont prendre l'ascendant sur les autres. Et donc, dans cette optique-là, travailler un point faible, parfois, ça va être compliqué avec ces exercices polyarticulaires. Il vaudra mieux passer par des exercices d'isolation dans lesquels tu ne pourras pas, entre guillemets, compenser avec tes groupes musculaires les plus forts. Ensuite, ces exercices polyarticulaires, ils sont complets, certes, mais du coup, vu qu'ils sollicitent beaucoup de groupes musculaires, qui t'amènent souvent à utiliser des charges assez lourdes, eh ben, ils vont aussi générer plus de fatigue. Et donc, tu vas pouvoir faire moins de volume, moins de nombre de séries, de répétitions sur ces exercices-là. Et tu vas aussi avoir besoin de plus récupérer. Donc, au niveau de ta fréquence d'entraînement, de ton volume total sur la semaine, ça va être important de prendre ça en compte. À l'inverse, sur des exercices d'isolation, tu pourras avoir un volume, un nombre de séries sur la semaine beaucoup plus important. Et tu pourras également avoir une meilleure proximité à l'échec, voire même aller au-delà de l'échec. Je vais te prendre un exemple. Quand tu vas faire un pattern de squat, en ce moment par exemple, moi je fais du hack squat à la machine, mouvement super intéressant mais super fatigant, grosse fatigue aussi psychologique, c'est vraiment dur de pousser, d'aller loin sur ce genre d'exercice, c'est ultra crevant et en général, la proximité à l'échec, elle est quand même dure à avoir, même si on l'atteint quand même, hein. Elle est dure à avoir parce que y a beaucoup de facteurs psychologiques qui vont rentrer en jeu. Au bout d'un moment, en fait, on a vraiment envie de lâcher. Et voilà, c'est pas évident. Et je ne me verrais pas, par exemple, faire 3 séries à l'échec sur ce genre d'exercice. Alors que, par exemple, sur un leg extension, certes, ça sera difficile aussi, ça va être inconfortable, mais on pourra beaucoup plus facilement aller à l'échec, voire même faire un échec prolongé, c'est-à-dire aller à l'échec et faire un rest pause, prendre 10-15 secondes de pause et rajouter des répétitions effectives, donc des répétitions qui vont être lentes, qui vont être dures et qui vont nous permettre d'aller au-delà de cet échec pour stimuler la croissance musculaire. Aussi, quand on utilise des charges importantes sur des gros exercices, on a besoin de s'échauffer plus longtemps. On a besoin de monter en charge progressivement. Exemple, si tu fais des séries de squats à 100 kg, peut-être que tu vas démarrer avec la barre à vide, voire un petit peu de poids, et monter en charge sur 2-3 séries. Encore pire, si tu fais de la presse à cuisse, sur des presses inclinées par exemple, on peut vite monter à plus de 200 kg pour beaucoup de personnes. Et ça, t'imagines bien que ça va quand même te demander un temps d'échauffement. Alors que quand tu fais un exercice d'isolation, je pense un exercice qui est assez marquant, les élévations latérales à la poulie, en général, on ne met vraiment pas lourd sur ce genre d'exercice. Et tu peux arriver et directement presque prendre ta charge de travail et faire tes séries. Et ça, mine de rien, en termes de gain de temps, c'est assez important. Enfin, certains exercices polyarticulaires, notamment ceux qui vont être plutôt avec des charges libres, des haltères, des barres, certains exercices aussi plus au poids de corps, comme le poids de corps lesté, donc les dips lestés, traction lestée, et encore d'autres exercices, ils vont être un peu plus techniques. Ils vont demander un apprentissage. Tu vas devoir apprendre à gérer ta trajectoire, ton placement, avoir un certain gainage, avoir une certaine posture. Et ça demande un apprentissage technique qui va être plus ou moins long, qui est certes intéressant, je trouve, mais ça demande un petit peu de temps. Et à l'inverse, souvent sur les exercices d'isolation, tu as un petit peu moins de contraintes techniques et tu peux donc plus vite aller dans une intensité
plus vite aller dans une proximité à l'échec, qui est donc, on l'a déjà dit, propice à la prise de muscle. Après ça, c'est à relativiser parce que tu as aussi beaucoup d'exercices polyarticulaires que tu vas effectuer sur machine et où tu auras un apprentissage technique qui sera vraiment moindre. Donc tu le vois, les exercices polyarticulaires, ils sont super importants. Et oui, il t'en faut dans tes séances, ça c'est clair et net. Mais ils ont aussi pas mal de contraintes et pas mal d'inconvénients. C'est pour ça que c'est important de les combiner avec des exercices d'isolation. Et il n'y a pas forcément d'ordre à avoir. Tu sais, souvent on dit il faut démarrer ta séance par des exercices polyarticulaires, mais pas forcément. En fait, il faut surtout démarrer ta séance par les exercices qui sont le plus importants, qui sont prioritaires dans ta programmation, les groupes musculaires sur lesquels tu as envie de progresser en priorité. Et par exemple, si tu as vraiment envie et besoin de cibler tes pectoraux, bah pourquoi pas démarrer directement ta séance avec un exercice d'isolation sur les pectoraux, comme des écartés à la poulie. Ça sera clairement cohérent. Donc il n'y a pas de limite à se mettre, à toi d'agencer ta séance comme tu le sens, et à mettre en priorité les exercices qui sont les plus importants pour toi. Donc évidemment, je ne te dis pas de faire que des exercices d'isolation, loin de là, mais il n'y a pas forcément non plus de ratio à avoir. Tu n'es pas obligé d'avoir 80% d'exercices polyarticulaires et 20% d'exercices d'isolation. Tu n'es pas obligé d'avoir un 50-50. Ça dépend vraiment de ton contexte, du temps aussi que tu as à disposition, parce que c'est sûr que si tu fais que des exercices d'isolation, ça va être un petit peu long aussi de cibler chaque groupe musculaire. Donc c'est une question déjà de préférence, de besoin. Est-ce que tu as besoin d'isoler? Est-ce que tu as besoin de rattraper des points faibles ou pas? On voit, il y a des gens qui construisent un très bon physique juste en faisant du crossfit par exemple. Et en crossfit, on sait qu'ils font quasiment pas d'isolation en règle générale, à part dans certaines boxes où ils ont des programmations un petit peu différentes. Donc peut-être que tu n'en as même pas besoin de faire des exercices d'isolation. Mais dans bien des cas, ça peut être quand même très très pertinent. Un point aussi sur ces exercices d'isolation, c'est qu'ils te permettent généralement d'avoir un bon ressenti musculaire, de vraiment sentir ton muscle se contracter et donc de travailler cette fameuse connexion cerveau-muscle dont on parle parfois. Je vais te prendre un exemple personnel. Moi, pendant longtemps, j'avais beau faire beaucoup de traction, j'avais des biceps plutôt bien développés, mais je n'arrivais pas à sentir mon grand dorsal. Et en fait, en pratiquant du pullover à la poulie en unilatéral, parce que l'unilatéral est encore plus propice à ce travail de sensation, de recrutement, et bah c'est là que j'ai commencé pour la première fois à ressentir la contraction de mon grand dorsal. Je me rappelle à l'époque, c'était là où j'avais découvert la méthode de Lavier. J'avais découvert cette méthode-là de faire un exercice d'isolation suivi d'un exercice polyarticulaire pour rattraper un point faible. Et bah, je faisais du pullover en unilatéral et j'enchaînais derrière avec des tractions. Et voilà, mon but, c'était vraiment d'apprendre à sentir et à contracter mon grand dorsal. Donc, c'est très, très intéressant pour ça. Ces exercices d'isolation-là, tu peux les faire en série très longue. Je te disais tout à l'heure qu'ils sont propices à mettre beaucoup de volume. Et donc, tu peux faire des séries qui vont aller parfois jusqu'à 15-20 répétitions. Pour ceux qui ont lu la méthode de Lavier, dans le livre, il parle parfois des séries de 100, justement, pour pouvoir aller chercher la congestion, le ressenti musculaire et pour pouvoir rattraper un point faible. Et bah, ces exercices d'isolation-là, ils seront vraiment très propices à ces séries de 100. Personnellement, tu le sais peut-être si tu écoutes ce podcast depuis un moment, je suis très inspiré comme coach par Rudy Koya qui, lui, préconise beaucoup de séries longues sur justement des exercices d'isolation et notamment des points faibles. Par exemple, de faire des séries parfois de curl incliné à 20 répétitions, histoire vraiment d'aller chercher cette capacité de travail du muscle et cette sensation musculaire. Donc ça peut clairement être très pertinent avec ce genre d'exercice. Par contre, là où il y a quand même certaines limites sur les exercices d'isolation, c'est que déjà, en termes de progression, parfois ça va être un peu plus compliqué. Tu vois, je te parlais tout à l'heure des élévations latérales à la poulie. Clairement, c'est des exercices, ça va être dur d'augmenter la charge. Vu que tu n'as qu'un seul groupe musculaire qui est mis à contribution, tu vas vite être limité et tu vas plutôt te contenter de rajouter une répétition par-ci par-là, peut-être parfois de rajouter une série de travail, mais ça va être beaucoup plus dur d'augmenter les charges. Donc sur la surcharge progressive, parfois c'est un peu plus compliqué, un peu moins satisfaisant et motivant aussi. Et aussi, grosse limite des exercices d'isolation, c'est que le travail est moins global. Du coup, il n'y a pas ce travail en chaîne, il n'y a pas ce travail postural, ce travail de gainage, ce travail de transfert des forces qu'on peut avoir sur les gros exercices. Et ça, en termes de développement moteur, de développement complet du corps, c'est vrai que c'est quand même une grosse limite. Du coup, encore une fois, la bonne solution, c'est un mélange pertinent de plusieurs types d'exercices. Parce que oui, ton but, c'est de construire du muscle, mais c'est aussi de durer dans le temps, d'avoir un corps qui fonctionne bien,
d'avoir un certain renforcement de tes muscles stabilisateurs, de tes muscles posturaux, pour pouvoir aussi ne pas te blesser et tout simplement avoir une bonne condition physique et pouvoir progresser le plus longtemps possible. Merci d'avoir suivi cet épisode. J'espère que tu as apprécié, que tu as appris des choses. Ça m'intéresse de savoir ton avis en commentaire. Dis-moi, qu'est-ce que tu utilises le plus? Quelle répartition tu fais sur les exercices polyarticulaires et d'isolation? Dis-moi ça en commentaire. J'ai hâte de vous lire. Et bien sûr, si vous avez des questions, si vous avez des thématiques que vous voudriez que j'aborde concernant l'entraînement, la nutrition, la musculation, notamment la prise de masse musculaire, n'hésitez surtout pas, j'y répondrai avec plaisir et je ferai du contenu en conséquence. En attendant, prenez soin de vous, mangez bien, entraînez-vous bien et surtout, kiffez et amusez-vous un maximum. Allez, ciao!